Et je me présente. D'abord, je voudrais remercier bien évidemment Claire Charpentier, Alice Lucas, la ville d'Igny, qui a organisé cette conférence et qui nous a prêté cette très très jolie salle, il faut l'avouer. Et David, qui est au son, là-bas. Donc merci pour votre présence. Vous n'êtes pas nombreux, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que les personnes qui soient là soient intéressées par le sujet et ensuite aient envie de le relayer. Alors, je me présente, je m'appelle Lorraine Russel, mais ça, je crois que vous le savez, vous avez dû voir les affiches. J'ai créé l'association L'Enfant Bleu en 1989, suite à mon enfance maltraitée. L'association L'Enfant Bleu œuvre depuis 30 ans contre les violences sur les enfants, mais aussi sur les victimes, sur les adultes qui ont été victimes, enfants de maltraitance. Pour vous donner une idée, l'année dernière, il y a eu 3000 interventions dans les écoles pour faire de la prévention et 650 dossiers ont été traités. Je l'ai dirigé pendant plus de 10 ans, mais aujourd'hui mon combat est ailleurs. Il va beaucoup plus loin parce que suite à mon enfance maltraitée, j'ai vécu les violences psychologiques en tant que femme et en tant que mère. Donc, ce combat, c'est le mien aujourd'hui, à travers une association, une nouvelle association, Un Nouveau Jour, et un livre, L'Emprise Invisible, qui raconte toute mon histoire et qui est la pierre d'angle de ce combat que je mène aujourd'hui. Donc je viens vous parler de cette violence invisible, cette violence imperceptible, cette violence qui nous isole, qui nous humilie, qui nous dénigre et qui nous terrorise. C'est un véritable assassinat psychologique, c'est une destruction en règle. On est seul, on est perdu, on est isolé, on perd pied, on a le sentiment de ne plus avoir de valeur, on a le sentiment d'être indigne de respect et d'amour, et on perd totalement confiance en soi. C'est la mort lente de notre identité, de notre psychisme. C'est une arme redoutable qui souvent conduit les victimes à la dépression et parfois à la mort. Cette violence, malheureusement, aujourd'hui, est toujours méconnue. Et trop souvent, elle n'est pas reconnue devant les tribunaux. Les victimes n'obtiennent jamais réparation. Vous en avez entendu parler de cette violence, surtout à travers le harcèlement moral à l'école. C'est un point que l'on soulève depuis plusieurs années. Le harcèlement moral a permis de mettre à jour cette réalité de ces victimes qui partent vers un ailleurs sans retour, de ces victimes, de ces enfants, de ces jeunes qui culpabilisent, qui ont honte, parce que s'ils subissent ça, pour eux, c'est qu'ils l'ont mérité. J'ai encore à l'esprit et très souvent le souvenir de cette jeune fille qui, le 15 décembre 2015, s'est défenestrée de la porte de l'appartement, de la fenêtre, pardon, de l'appartement de son père, parce qu'elle n'en pouvait plus de ce qu'elle subissait jour après jour. Et ses parents ont découvert son drame bien après sa mort, grâce à son journal intime. Et c'est vrai que par rapport à ce genre de situation, on a tous une grande responsabilité. Parce qu'il faut être attentif aux repères de nos enfants. Et souvent on a tendance à rejeter la faute sur les uns et les autres, les instits, les parents, tout ça. Il faut arrêter tout ça. Il faut simplement être attentif et voir qu'à partir du moment où un gamin change brusquement de comportement, à partir du moment où ce gamin devient triste, a les notes qui chutent à l'école, est mal dans sa peau, ne mange plus, fait des cauchemars, etc., il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce gamin, il faut voir qu'est-ce qui se passe, il faut lui prendre la main, il faut l'accompagner, il faut le soutenir, il faut lui parler. Parce que parler, c'est la première des choses importantes face aux violences psychologiques. Donc, aujourd'hui,
Je vais vous parler de mon parcours parce qu'il est ponctué par ces violences pendant 25 ans. 25 ans de maltraitance. Au début, cela a été des maltraitances physiques dans mon enfance. Tout a commencé en fait le 6 juin 1967. J'avais 10 ans. J'avais un petit frère de 6 ans et 2 sœurs de 18 mois et 2 ans. Ce jour-là, ce fut une véritable tragédie où ma vie a complètement basculé. C'était sur une plage de Tunisie à Hammamet. Mon petit frère est parti sur l'eau dans un bateau. Mon père a tenté de le sauver et mon père s'est noyé. J'ai perdu à ce moment-là le centre de ma vie. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que 2 mois plus tard, est arrivé chez nous un homme. Un homme avec son chien. Un homme avec la laisse de son chien. Avec la boucle, qui deviendra un objet de torture. Dès la première nuit de son arrivée, la maltraitance a commencé. Mon petit frère, qui avait vu disparaître mon père sous les flots, faisait des cauchemars chaque nuit. Vous imaginez, il avait 6 ans. Et chaque nuit, ma mère restait dans sa chambre et ne réagissait pas. Donc je me levais, j'allais le voir, je le prenais dans mes bras, je le calmais. Mais cette nuit-là, j'ai pas eu le temps de me lever. Cette nuit-là, j'ai entendu dans la chambre de ma mère, quand mon frère a hurlé, j'ai entendu cet homme dire « Sale gosse, je vais le faire taire ». Il est passé devant la porte de ma chambre, il a saisi la laisse de son chien qui était accroché à la patère, il est entré dans la chambre de mon frère et il a frappé. Il a frappé au point que ses hurlements, je ne pourrais jamais les oublier. Je me suis enfuie, je me suis cachée dans mon lit et j'ai mis ma tête sous l'oreiller pour étouffer ses cris. C'était le début. Le lendemain matin, quand je suis entrée dans la salle de bain, mon frère était sous la douche. Et j'ai vu mon frère, le corps couvert d'hématomes, d'énormes hématomes. Et sa réaction a été quoi? La honte. Il a saisi une serviette, il a caché son corps. La maltraitance a été quotidienne. Les coups de la laisse du chien, ça a ponctué nos journées. 10 coups de laisse quand on arrivait en retard à l'école. 20 coups de laisse pour une mauvaise note. 50 coups de laisse pour une toute autre raison. Tout était ponctué par les coups de la laisse du chien. Mais au-delà de cela, il y avait le reste. Si je n'avais pas su ma leçon, et je la savais, mais quand il arrivait dans ma chambre pour me la faire réciter, j'étais tellement terrorisée que j'en oubliais ma leçon. Donc j'avais droit à un verre d'eau rempli de moitié sel, moitié eau pour dîner, à la place du repas, ce qui me rendait malade. Il y avait les humiliations, souvent cruelles par les mots, notamment « si ton père est mort, c'est de ta faute ». Il y avait la façon dont il traitait mon petit frère, qui avait des problèmes, qui était un enfant extrêmement perturbé. Et Bruno n'était pas propre. Il allait jusqu'à lui faire manger ses excréments. Mais au-delà de cela, il fallait qu'il assoie son autorité, sa puissance, son emprise, son contrôle sur nous. Il y a une scène qui restera toujours gravée dans ma mémoire, c'est le jour où mon petit frère avait reçu son carnet de notes. Évidemment, c'était pas brillant, c'était un enfant qui était extrêmement perturbé. Il m'a amenée à l'école des garçons. Il a pris le carnet de notes sur le tableau de bord de sa camionnette et il m'a demandé de le suivre. Mon petit frère était là devant l'école des garçons et il jouait avec des petits copains. Il y avait des parents, il y avait des instituteurs, etc. Bon, je vous rappelle que ça date d'il y a longtemps quand même. Donc il est arrivé devant mon petit frère et il lui a demandé s'il était content de lui en lui mettant le carnet de notes, son carnet de notes sous le nez. J'ai vu mon petit frère devenir blême.
J'ai vu son regard devenir terrorisé. Et là, il lui a demandé de se déshabiller. Il lui a fait enlever son pantalon, puis son slip. Il lui a demandé de mettre son slip sur la tête comme un bonnet d'âne. Il lui a demandé de tourner devant tout le monde. Puis il lui a dit, maintenant tu rentres comme ça à la maison. Il m'a dit, toi, tu viens avec moi. Là, j'ai dit non. J'ai dit non, je rentre avec mon frère. Je savais quelles en seraient les conséquences. Mais je ne pouvais pas le laisser partir comme ça. Donc je suis rentrée avec mon petit frère, main dans la main. Et vous savez, le plus difficile, ça a été de voir le regard des gens. Le regard outré, indigné, réprobateur, méprisant. Ce regard m'allait droit au cœur. C'était cette femme qui retirait de notre chemin sa petite fille. En fait, c'était nous qui étions coupables. Coupables de quoi? Coupables de subir. C'était une violence déjà psychologique très forte. Nous sommes donc rentrés à la maison et quand nous sommes arrivés, ma mère a ouvert la porte et elle a vu mon petit frère et comme d'habitude, elle n'a rien dit. Ma mère, c'était le silence total, absolu, devant ce que nous subissions. Elle n'a jamais réagi. Elle ne nous a jamais protégés. Je lui ai pardonné depuis, mais je dois dire que récemment, elle est rentrée en contact avec moi par Facebook. Ce qui m'a évidemment fortement étonnée, puisque je n'ai plus de nouvelles depuis mes 17 ou 18 ans, que j'en ai 61 aujourd'hui. L'homme qui a été notre bourreau, mon parâtre, comme je l'appelle, est mort récemment. Et je lui ai écrit sur Facebook, je lui ai répondu, parce que une mère, ça protège ses enfants. Une mère, ça les accompagne, ça les soutient. Et je pense qu'à un moment donné, quand la relation devient destructrice à ce point-là, on peut peut-être pardonner. Mais je n'ai plus envie d'avoir de relation avec une femme qui, pour moi, aujourd'hui, n'est plus que ma génitrice. Et que je ne peux pas considérer autrement. Et avec qui je n'ai plus envie d'avoir de lien. Excusez-moi. C'est une épreuve pour moi d'être là ce soir. Je vais vous dire pourquoi. C'est une épreuve parce que quand j'ai vécu cette maltraitance, j'ai ensuite grandi et je m'en suis sortie. Mais ensuite, j'ai vécu une autre forme de maltraitance pendant près de 20 ans et qui était axée essentiellement sur les violences psychologiques. Et je me suis rendu compte il y a quelques jours, eh bien, que je ne m'en étais pas autant sortie que je le pensais. Qu'il y avait quelque chose qui était là en moi, quelque chose qui sommeillait, comme une espèce de bête prête à bondir et qui a envie de vous attraper par les tripes. Ce quelque chose, ce sont ces violences psychologiques qui laissent des traces. Et ces traces, elles sont là. Et je pense que ces traces, même si on transforme les choses en quelque chose de positif, les blessures, tout ce qu'on a pu vivre, on ne peut pas les enlever totalement. Alors, je vais continuer sur cette partie quand même, sur la maltraitance. Ça a été très loin puisque un jour, quand j'ai passé mon brevet, ça a duré pendant 5 ans. Les violences au quotidien, le crâne cogné sur le sol, être mise nue dans la pièce, être frappée jusqu'à tomber, parfois jusqu'à ne plus pouvoir respirer, s'évanouir sur le sol. Et puis, jusqu'au jour où j'ai décidé de partir, de tout quitter. Parce que je venais de passer mon brevet et je savais que je l'avais raté parce que j'étais nulle en maths et que j'avais eu une mauvaise note et que j'étais convaincue qu'il allait me tuer. Donc là, je suis partie. Je
Je suis partie, j'ai vécu 1 an dans la nature, recherchée par la police. Et puis après, bon, j'ai été récupérée, donc je passe, hein, ça a été les foyers de la DAS, les juges pour enfants, le centre correctionnel le plus dur de France, Chevilly-Larue, où une jeune gamine de 13 ans est morte dans mes bras parce qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle s'est suicidée, par exemple. Et puis j'ai grandi, je suis devenue une femme et je m'en suis sortie. Et j'ai créé donc l'Enfant Bleu, que j'ai dirigé pendant presque 10 ans. Et j'étais bien, j'étais à ma place. Je veux dire, je faisais ce que j'avais envie de faire. Jusqu'au jour où ma vie a de nouveau basculé. Une rencontre, un homme, sa petite fille, un dossier. Après une émission que j'avais faite, une grosse émission de télé, c'était Zone Interdite, il m'avait vue à cette émission. Il a pris rendez-vous, donc je les ai rencontrés. Et quand j'ai vu cette petite fille qui était profondément blessée, quand j'ai entendu l'histoire de cet homme et de ses 3 enfants blessés par une mère qui semblait indigne de l'être, j'ai été bouleversée par cette petite fille. J'ai été ramenée à la petite Renée, c'est mon prénom d'origine, sur la plage de Tunisie à Hammamet, quand mon père a disparu et quand ma vie a basculé. J'ai été ramenée à la petite Renée que j'étais quand je vivais la maltraitance, quand je vivais cette perversité quotidienne de mon beau-père. Mais surtout, il y avait ce père qui se battait pour ses 3 enfants. Ce père qui se battait m'a ramenée à mon propre père. Ce père qui me manquait cruellement depuis sa disparition. Ce père qui n'avait jamais pu me protéger. Ce père qui, quelque part, m'avait abandonnée. Et j'ai plongé. J'ai plongé comme une aveugle dans leur histoire, dans cette histoire. Et vous voyez, lui, cet homme, il avait mis le doigt sur ma fragilité. Il avait compris, parce qu'à cette époque-là, j'avais un statut important, médiatiquement, par rapport à mon combat. Il avait compris que je pouvais l'aider dans son dossier. Il avait mis la fragilité aussi, il avait mis aussi le point sur la fragilité qui était la perte de mon père. Et sur le fait qu'automatiquement, le fait qu'un père qui défendait ses enfants, je serais là à ses côtés pour l'aider. Et ça, c'est le propre du pervers narcissique. Qui utilise la fragilité d'une personne pour petit à petit l'isoler, petit à petit prendre la victime sous son emprise, sous son contrôle et la détruire. Et ça, malheureusement, quand on le vit, il nous faut du temps pour le comprendre, beaucoup de temps. Parfois, on dit à certaines victimes, mais je ne comprends pas, pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous restez? Pourquoi vous êtes encore là? Pourquoi? Parce que l'accumulation jour après jour, au quotidien, d'humiliation, de dénigrement, de violence permanente, régulière, récurrente, fait quand la victime arrive à un stade où elle plonge véritablement en enfer, où elle s'isole, où elle est seule. Et cette accumulation fait qu'elle en arrive à la dépression, parfois à une dissociation de ses émotions. Elle s'est perdue. Elle n'arrive pas à remonter. C'est trop difficile. Elle a besoin de soutien, mais encore faut-il qu'elle puisse demander ce soutien. Et souvent, elle ne le demande pas. Donc, il y a eu cette rencontre, et puis, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse, et 1 an et demi plus tard, une petite fille est née, Sarah. Pour moi, c'était le plus beau cadeau du monde. J'allais avoir près de 40 ans, j'avais perdu déjà 2 enfants,
qui n'avait pas... Enfin, voilà. Donc c'était un cadeau magnifique, mais j'ai vécu une grossesse très compliquée, d'un côté merveilleuse, par rapport à cet enfant qui grandissait en moi, et ce bonheur de pouvoir enfin porter un enfant et l'amener jusqu'au bout, et de l'autre côté, l'enfer de ce que je vivais avec cet homme, parce que en parallèle de cela, il y avait son histoire, son dossier, ses 3 enfants, les problèmes qu'il avait avec la justice. Et moi, à ce moment-là, je croyais vraiment en lui. Je croyais vraiment qu'il protégeait ses enfants. J'ai fait la pire erreur de ma vie. Je parle par rapport au fait que je l'ai protégé et que je l'ai aidé. Et ça, je m'en voudrais toute ma vie. Parce que je me suis battue contre une femme qui ne méritait pas qu'on se batte contre elle. Et c'est quelque chose que je porterai toujours. Et il a réussi, grâce à moi, et je n'en suis pas fière. Je peux vous le dire. Il a réussi à avoir la garde de ses 3 enfants. Ces 3 enfants ont été séparés de leur mère pendant 10 ans. Et en ce qui me concerne, pendant ma grossesse, donc, il y a eu beaucoup d'humiliations et de choses compliquées. Et puis les choses ont évolué de pire en pire. Elles ont évolué de manière à ce que je le quitte quelques mois après la naissance de ma fille. Parce que je me suis dit que je ne pouvais pas laisser ma fille vivre ça. Et c'était pour moi un déchirement parce que, pour moi, c'était important que ma fille ait un père. Surtout après avoir perdu le mien. Les choses se sont enchaînées très vite. Pendant 3 mois, je n'ai pas eu de nouvelles. Puis tout à coup, ça a commencé. À l'association. Je vivais à ce moment-là à l'association. À l'association, des fax, tous les jours. Des dizaines de fax. Sarah, tu nous manques. Sarah, on t'aime. Des dessins, etc. Bien évidemment, Sarah, elle ne pouvait pas les lire. Hein. Donc c'était à moi qu'ils étaient destinés. Pas à elle. Ok, très bien. Je l'ai appelé, j'ai mis en place un droit de visite, et puis ça a continué jusqu'au moment où il a enlevé ma fille. Quand j'ai vu qu'il l'enlevait, j'avais en mémoire le fait qu'il voulait enlever ses 3 enfants. Il l'avait déjà fait une fois, une première fois, et il voulait le refaire une deuxième fois et partir à l'étranger très loin. Donc il fallait que je la protège parce que sinon je pouvais la perdre, définitivement. Donc j'ai saisi le juge aux affaires familiales, en référé. On est passé devant le juge, et là, une décision est tombée. Sarah ne l'a pas vue pendant un certain temps après cet enlèvement, et la décision qui est tombée, ça a été juste avant les vacances d'été, où là, le juge a décidé qu'elle parte directement chez son père pendant 1 mois, sans aucune préparation. Je l'avoue, j'ai pété un câble. J'ai fait la pire erreur de ma vie. Je suis partie. J'ai tout quitté. Tout. L'association, la vie que je menais. Je suis partie avec ma fille. Je me suis enfuie en Corse. Jusqu'au moment où, je passe sur les détails, je me suis retrouvée de nouveau enceinte. Alors que jamais je n'aurais pu espérer avoir un 2e enfant. D'une petite fille. Elia. Je ne peux pas. Fuir, je connais suffisamment de mamans qui veulent protéger leurs enfants, qui fuient, qui partent à l'étranger, qui se retrouvent dans des situations dramatiques, sans argent, sans plus rien. Et c'est les gamins qui trinquent derrière. Donc je suis rentrée. J'ai saisi le doyen du juge de la cour d'appel de Paris. Ça a mis 1 an tout ça. Évidemment, c'était du pain béni pour lui. Parce qu'en attendant, j'avais tout un tas de plaintes pour non-présentation d'enfants qui me tombaient dessus. Et qu'il utilisera par la suite. Mais le doyen du juge, contre toute attente, m'a donné raison. Et là, a été mis un droit de visite progressif. Alors ça a été au départ un enfer parce que je devais y aller tous les dimanches, et tous les dimanches c'était des humiliations, du dénigrement, enfin tout un tas de problèmes.
Et j'étais enceinte, jusqu'aux yeux. Et j'étais soulagée quand enfin le droit de visite est devenu un droit de visite et d'hébergement normal. Et puis ça a été l'escalade. Chaque droit de visite était un véritable enfer. Il venait chercher Sarah, il sonnait, je descendais, j'avais préparé ma fille, et là, j'arrivais en bas, personne. Il était parti au commissariat de police. Il déposait plainte pour non-présentation d'enfant. Et ça a duré des années. Ensuite, il venait aussi chercher Sarah avec des témoins. Son fils qui filmait à la caméra, les témoins qui étaient là, lui qui portait un micro. Et devant Sarah, j'entendais tout et n'importe quoi. Donc à un moment donné, j'ai fait en sorte que ce ne soit plus moi qui lui donne Sarah, parce que je voulais éviter ça à ma fille. Et tout a évolué, encore une fois, de plus en plus, vers le pire, jusqu'au jour où ma fille a fait une pronation douloureuse. Ce jour-là, il m'a accusé de maltraitance sur ma fille. Et là, ça a été l'engrenage judiciaire, avec tout ce que ça implique, au niveau des acteurs sociaux, des éducateurs, des enquêtes de police. J'ai eu droit à tout. Mais ce qui était terrible, c'était ces accusations, et ces accusations, elles m'atteignaient au plus profond de moi-même, bien évidemment, par rapport ne serait-ce qu'à tout ce que j'avais fait, tout ce que je souhaitais pour les enfants. Et il y avait beaucoup de choses pour ma fille, qui était terrible, parce que, par exemple, elle partait en vacances, il m'appelait, et il me disait « je te passe Sarah ». J'entendais « maman » et ça raccrochait. Ou alors, il m'appelait « ah ben attends, ne quitte pas, je te la passe ». « Ah ben non, elle ne veut pas te parler ». Et quand je récupérais ma fille, je la récupérais dans un état chaotique. Elle était, pendant cette période-là, manipulée. On lui disait des choses sur moi. On lui disait que je l'avais abandonnée, que je ne voulais pas lui parler. Vous imaginez les dégâts. À ce moment-là, elle avait 2-3 ans. Et cela a continué comme ça pendant des années, jusqu'au jour où ma fille était de plus en plus perturbée, où les violences psychologiques étaient permanentes, hein, parce que quand vous avez un enfant et qu'il y a un parent, deux parents, ben, automatiquement, vous n'avez pas le choix, hein, vous devez être en contact. Et puis il y avait le problème du conflit parental par rapport à la justice, parce que systématiquement c'était conflit parental aigu. Et ça, ce sont des mots qu'on entend en permanence, conflit parental aigu, alors que le problème très souvent ne se situe pas là, que le problème très souvent c'est qu'il y a un parent qui tente de détruire l'autre, qui tente d'aliéner l'enfant, et que la relation est toxique. Mais la justice, ça, ne le voit pas tout de suite. Elle met énormément de temps pour comprendre. Et en ce qui me concerne, tout ce qui s'est passé, ils ont mis vraiment beaucoup de temps. Mais le pire était à venir. J'étais qu'au début de l'enfer. Le pire était à venir quand, à un moment donné, ma fille rentrait dans des états tels que ce n'était plus possible et qu'elle a commencé à avoir des réactions qui n'étaient pas normales, des réactions qui étaient plus à caractère sexuel. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas y croire. Et puis à un moment donné, ça allait mieux, et puis ça revenait. Donc un jour, j'ai craqué. J'ai amené ma petite dernière à la crèche et je tombe sur la directrice de la PMI, qui était une femme extraordinaire, qui me connaissait bien, qui connaissait bien les filles. Et elle me dit « ça va ?» Je dis « non, ça va pas du tout » et je craque et je me mets à pleurer. Elle m'amène dans son bureau et là je lui explique ce qui se passe. Je lui dis voilà ce qui se passe, voilà le comportement de Sarah, voilà ce qu'elle dit, voilà. Et évidemment, plein de contre-X. Mais à ce moment-là, on était dans une période où il y avait les éducateurs, les psys missionnés par le juge, etc., etc. Donc tout ça m'est retombé dessus d'une façon dramatique. La plainte contre X a été terrible pour moi. Et puis, les vacances d'été sont arrivées.
je passe, hein, parce que ce serait beaucoup trop long. Les vacances d'été sont arrivées, et là, il s'est passé quelque chose. Ma fille devait rentrer, et... Excusez-moi. Au début des vacances d'été, je reçois un coup de téléphone, c'était la brigade des mineurs. On voudrait vous voir. Oui, très bien. Je vais donc à la brigade des mineurs le lendemain. Et là, on me dit, Madame, voilà, est-ce que vous savez ce que dit votre fille? Je dis, dites-moi. Votre fille accuse le directeur de l'école maternelle d'abus sexuels. Là, je dis, écoutez, franchement, je n'y crois pas. Parce que je sais qu'il y avait eu des litiges avec le directeur de l'école qui ne voulait pas prendre parti, ce qui était normal, qui était vraiment quelqu'un de bien. Et que ce n'avait pas plu à son père. Donc je dis, franchement, je n'y crois pas, mais il faut quand même voir ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas laisser quelque chose comme ça en état. Et il me dit, est-ce que monsieur un tel vient chez vous? Non, pourquoi? Est-ce que vous allez chez lui? Non, pourquoi? Donc là, je me dis, attendez, c'est quoi ces questions? Et en fait, le père de Sarah disait que on était en relation, qu'il y avait une relation entre nous, etc., etc. Ça s'est arrêté là pour le moment. J'ai récupéré ma fille après les vacances d'été dans un état absolument lamentable, à l'école, devant les maîtresses, devant les parents. Maman, maman, tu sais, Daniel, il m'a touché ceci, il m'a touché cela, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Elle criait, elle hurlait. C'était un discours qui était complètement aseptisé. Il n'y avait pas d'émotion du tout. Il était évident pour moi qu'elle avait été manipulée. Et elle était dans un état dramatique quand je l'ai récupérée, maigre, affaiblie, les traits tirés, etc. Mais on va sauter, parce que on va sauter, donc là, au moment crucial, 1 an plus tard, de nouveau les vacances d'été, et là ma fille ne rentre pas. Donc son père l'avait enlevée, avec la complicité d'une femme qui faisait partie d'une secte, la secte Ivy. Et ma fille, donc, s'est retrouvée avec cette femme sur les routes de France, partie jusqu'en Allemagne, puisqu'on a retrouvé sa trace jusqu'à là. Pendant ce temps-là, son père avait envoyé à la presse un dossier de 1000 pages, où tout était trafiqué, etc. Les journalistes n'ont pas fonctionné, n'ont pas suivi. Donc ça c'est une chose importante. Et avec la brigade des mineurs, avec Interpol, parce qu'il y avait un mandat international, on a... Enfin, en fait, c'est moi qui ai mis le doigt sur qui détenait ma fille. Donc j'ai compris que c'était cette femme, Marie-Lise Perrache, elle s'appelle. Et j'ai compris que là, j'allais peut-être pas la revoir. Et ça a été un enfer parce que je pense que n'importe quel parent qui a son enfant enlevé et qui n'a plus de contact peut comprendre ce qu'on peut ressentir et comment on peut être dévasté. Parce que tout peut arriver, tout peut arriver, surtout quand on est face à une femme qui fait partie d'une secte. Donc, dépôt de plainte, commissariat, etc. Et là, pour la première fois, les équipes psychologiques qui nous suivaient, Madame Parot notamment, a enfin compris jusqu'à quel point il pouvait aller. Donc le juge a été saisi, le juge des enfants a été saisi immédiatement, la police est intervenue partout, tout de suite, chez ses amis, dans la famille, partout, le même jour, à la même heure, tout un tas de policiers pour essayer de trouver où était Sarah. Il a été placé en garde à vue. Pendant sa garde à vue, il a été diagnostiqué paranoïaque, avec un délire paranoïaque, puis
ça a été l'hôpital psychiatrique. Et le 16 septembre, on avait rendez-vous devant le juge des enfants. Je n'avais aucune nouvelle de Sarah. Je suis arrivée au tribunal. Et quand je suis arrivée au tribunal, je veux dire, je m'attendais à tout. Mais pas à ça. J'ai vu, à un moment donné, une femme, une avocate sortir, arriver, avec un enfant, dans ses jupes, sa robe d'avocat. Et cet enfant, je l'ai regardé et je ne l'ai pas reconnu. C'était ma fille. Il m'a fallu quelques instants pour comprendre que c'était ma fille, par rapport à l'état dans lequel elle se trouvait. Elle avait été transformée en petit garçon, ses cheveux coupés courts. Elle avait des cheveux blonds à la Brigitte Fossé dans Jeux interdits. Elle avait énormément maigri. On aurait dit qu'elle était droguée. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit « Maman, tu m'as touché à ma zézette et tu m'as dit « salope ». J'étais dévastée. La psychologue est arrivée, Madame Parot, et m'a dit « je m'en occupe ». Donc elle est partie avec l'avocate et ma fille. Le juge des enfants est arrivé, une femme extraordinaire, qui a dit « maintenant j'aimerais enfin voir la mère ». Je suis rentrée dans son bureau et donc là il y avait l'éducatrice, il y avait après tous les intervenants qui étaient là. Et elle m'a dit « bon, vous savez ce que dit votre fille ?» J'ai dit « bah oui, je sais ce qu'elle dit, les accusations qui ont été portées ». Elle me dit « c'est inadmissible, elle a été parachutée au tribunal, ils l'ont laissée comme ça, ils l'ont complètement abandonnée dans le tribunal, ce sont les flics qui l'ont récupérée. » Et ensuite elle a fait rentrer Sarah. C'était elle était comme une marionnette cassée, prête à se briser. Elle est venue s'asseoir juste à côté de moi. Et tout le monde parlait, et moi je vous avoue que j'étais complètement déconnectée. J'étais concentrée sur ma fille. Et j'ai commencé à faire un jeu avec elle, le jeu du chat et de la souris qu'on faisait avec la main, etc., etc. Et puis tout à coup, ma fille s'est levée et elle est venue s'asseoir sur mes genoux. Et c'était quelque chose. Là, l'avocate qui était là avec elle a dit au juge « mais madame, je ne comprends pas ». Le juge lui a dit « mais vous savez, hein, des fois, il ne faut pas se fier aux apparences, les choses peuvent être particulièrement trompeuses et j'aimerais savoir d'ailleurs, madame, comment vous vous retrouvez ici avec cet enfant ». Je passe sur ce genre de détails. Et finalement, alors que ma fille aurait dû être placée ce jour-là, puisqu'au départ c'était ce dont il était question, vu comment ça s'est passé, le juge a décidé de me la confier. Et on est parti, on a quitté le tribunal et on est rentré à la maison. Quand on est rentré à la maison, elle portait une couche. Vu qu'elle avait des vêtements trop grands, machin, tout ça, donc je l'ai changé pour qu'elle prenne un bain. Elle portait une couche, mais je me dis, pourquoi tu portes une couche, Sarah? Ben, parce qu'il paraît que je fais pipi dans ma culotte. Je me dis, t'as jamais fait pipi dans ta culotte. Alors bon, ça faisait partie des diverses accusations, énurésie, etc. Enfin bon, ce qui était faux, et Dieu merci qu'il y avait l'école, puisque l'école pouvait prouver le contraire, et que souvent l'école a été d'un immense soutien, parce qu'eux voyaient bien que tout un tas de choses étaient fausses. Et je lui ai dit, écoute, on va aller chercher ta petite sœur. J'avais appelé la directrice de l'école pendant qu'elle prenait son bain, qui était une femme extraordinaire. Et je lui ai dit, voilà, Sarah est rentrée. Et elle me dit, bon, vous voulez qu'elle reprenne l'école quand? Je lui ai dit, tout de suite, demain. Elle me dit, ok. Je lui ai dit, je viens avec elle, mais attention, elle a beaucoup changé. Elle m'a dit, vous inquiétez pas. Et je suis partie donc avec Sarah pour aller à l'école. Et on s'est arrêté sur la place du village. Il y avait l'église
Et j'avais mis des affiches partout, hein, parce que quand je l'ai cherché, je veux dire, il y a eu beaucoup d'affiches pour avoir des renseignements par rapport à son enlèvement. Et là, elle était toute étonnée, elle m'a dit, mais c'est moi, maman? Je dis, oui, c'est toi. J'ai dit, c'est une affiche parce que comme tu avais disparu, on t'a cherché partout. Elle me dit, mais alors tu m'as pas abandonnée, maman? Ah non, je t'ai jamais abandonnée, je t'ai toujours cherchée. Et puis ensuite, on est rentré dans l'église. Et ma fille est allée devant la Vierge. Et là, elle s'est mise à prier. Et moi, je lui ai toujours dit, tu pries avec ton cœur. Elle s'est mise à prier et à réciter en boucle « Je vous salue Marie, puis notre Père ». Et elle n'arrêtait pas, comme endoctrinée quelque part. Son attitude n'était pas normale, elle était complètement tétanisée. Donc je me suis mis à genoux devant elle et j'ai pris ses mains et je lui ai dit « Oh, stop, ça va, tout va bien, ça, tout va bien ». Et on est parti, on est allé à l'école, donc où était sa petite sœur, avec qui elle aurait dû faire sa rentrée, puisque sa petite sœur intégrait l'école maternelle pour la première fois, alors qu'elle était en dernière année. Et là, bon, ça a été vraiment extraordinaire. Extraordinaire parce que, bon, on est arrivé, c'était la sortie, on nous a laissé rentrer, ils ont attendu que vraiment on soit rentré pour laisser sortir les autres enfants, mais d'abord ils ont voulu que Sarah puisse intégrer les classes. Et quand sa petite sœur l'a vue, elle lui a foncé dans les bras, évidemment, elle s'en fichait de savoir que sa petite sœur, voilà, elle avait les cheveux courts, que sa petite sœur ceci, que sa petite sœur cela. Non, c'était ma grande sœur qui revient, donc c'était que du bonheur. Et on a été voir sa maîtresse, qui allait la prendre le lendemain. Ils avaient tout préparé, la table, ses cahiers, ses bouquins, une trousse. C'était vraiment, vraiment super. Ils ont été extraordinaires. Ensuite, on est rentré à la maison et j'ai le lieutenant qui était sur l'affaire, le lieutenant Larue, qui était une femme aussi extraordinaire, qui m'a appelé, qui m'a dit « Attendez, là, vous prenez des photos de ça et on va faire une expertise médico-légale. » Alors, sur le coup, je dis « Une expertise médico-légale avec tout ce qu'elle a subi, quoi, ça va. » Elle m'a dit « Écoutez, c'est pour vous protéger, c'est pour la protéger. Je vous laisse pas le choix. » Ok. Donc, il y a eu expertise médico-légale, où là, on a appris qu'elle devait s'appeler Julien, ou etc., etc. Et vous voyez, ma fille, elle a construit toute son enfance comme ça, sur un champ de bataille. Constamment, en permanence. Il n'y avait pas de répit. Il y avait constamment des audiences, constamment des rendez-vous chez les éducateurs, les psychologues, le CMP. Enfin, le CMP, ça c'était moi. Je l'avais mis entre les mains du CMP dès l'âge de 2 ans pour la protéger. Et heureusement, le centre médico-psychologique. Et heureusement que je l'avais mis entre leurs mains, parce qu'à un moment donné, c'est eux qui sont montés vraiment au créneau. Et là, donc quand on est rentré à la maison, on aurait dû fêter son anniversaire à son retour, donc elle a eu son cadeau. Et j'ai pris l'appareil photo pour faire les photos, me demandait le lieutenant Larue. Et je voyais le changement en prenant ces photos, son regard qui était perdu. Et même ses cadeaux, elle qui déballait toujours ses cadeaux à toute allure, là elle déballait tout doucement ses cadeaux. Et puis il y a eu la première nuit de son retour. La première nuit a été très très difficile. Elle faisait des cauchemars et je m'étais couchée par terre à côté de son lit. Et à un moment donné, elle s'est réveillée, elle a pointé son doigt sur moi et elle m'a dit « Satan ». Vous imaginez jusqu'où l'endoctrinement avait dû aller pour qu'elle prononce ces mots. Comment un adulte peut-il faire ça à un enfant? Et cela a mis du temps avant que ma fille n'ait plus peur de moi. On lui avait inscrit dans sa mémoire et dans son cœur la peur de sa propre mère, en la manipulant et en lui racontant des horreurs. Donc il lui a fallu beaucoup de temps pour passer ça.
Alors très vite, les choses par contre là ont commencé vraiment à évoluer dans le bon sens sans fin. Dans le bon sens parce que tout le monde a commencé à se rendre compte de ce qui se passait et à comprendre à qui j'avais affaire. Quelqu'un qui manipulait les gens, qui manipulait les témoins, qui manipulait les éducateurs, qui manipulait les psys, qui manipulait tout le monde. Et là, il y a eu plusieurs tentatives d'enlèvement de Sarah à l'école. On s'est retrouvés au final, la police devait venir à la sortie de l'école pour nous raccompagner à la maison. Et petit à petit, par contre, grâce au travail qu'on a fait avec l'école, elle s'est bien intégrée au niveau de l'école. Elle a commencé à évoluer. Les droits de visite et d'hébergement ont été supprimés avec son père. Il ne l'a pas vue pendant plus d'1 an. Mais il y avait ces tentatives d'enlèvement, donc ce qui fait qu'à un moment donné, on a dû la mettre sur liste rouge, qu'on a dû la changer d'école en catastrophe, et que voilà, elle s'est retrouvée encore voilà, de nouveau ballottée et perturbée. Et à partir de là, les décisions ont commencé à tomber. Et alors ce qui était difficile, c'est qu'à un moment donné, le droit de visite et d'hébergement qui était supprimé, ils ont mis un droit de visite en lieu médiatique, qui se passait assez mal. Quand je venais, il y avait ses frères et sœurs qui étaient là et qui m'agressaient. Elle assistait à ça, évidemment. Et puis, au fil du temps, il a recommencé à avoir un droit de visite et d'hébergement. Mais elle avait grandi. Elle avait grandi. Et elle ne voulait plus y aller. Et quand il venait la chercher à l'école, elle se sauvait. Elle allait se cacher dans les toilettes. Jusqu'au jour où elle a été tellement loin, il a eu tellement peur, qu'il a décidé de ne plus venir la chercher. Mais c'était toujours l'épée de Damoclès, parce qu'il ne venait plus la chercher, et puis tout à coup, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, paf, il reprenait contact. Il refaisait des tentatives. Et Sarah, à qui je n'avais jamais dit de mal de son père, parce que je n'ai jamais voulu dire du mal de son père à ma fille. Je lui ai toujours dit, ton père, c'est ton père, et il t'aime. Alors, même s'il y a des soucis, c'est ton papa. Si tu veux le voir, tu peux le voir. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis complètement d'accord. C'est normal. Donc, à chaque fois, Sarah lui redonnait une chance. Elle allait vers lui, prête à ouvrir son cœur, prête à l'aimer. Et à chaque fois, il recommençait à lui parler de moi, à lui dire des choses horribles. Il faut quand même savoir que la période où Sarah a été manipulée pour m'accuser, ma fille passait des heures et des heures assise sur la table de la cuisine, à devoir répéter les mots qu'elle devait dire pour m'accuser. Des heures entières. Et si elle ne disait pas à des personnes qu'il voulait avoir comme témoins ce que lui souhaitait entendre, eh bien elle était punie. Donc, petit, effectivement, et à chaque fois, il revenait, et à chaque fois, elle lui ouvrait son cœur, elle acceptait. Mais le problème, c'est qu'elle grandissait. Et moi, il y a une chose que j'ai toujours fait avec ma fille, et je crois que c'est extrêmement important dans la relation toxique, par rapport à une relation toxique. Quand il y a un parent qui est toxique par rapport à l'autre parent, ou qu'il y a une manipulation, qu'il y a une aliénation parentale, il est important que l'enfant, on l'apprenne à réfléchir par lui-même. Et quand ma fille disait, par exemple, à un moment donné, elle était rentrée et elle pensait que je n'étais pas sa vraie mère. Elle pensait que je l'avais adoptée. Alors, je lui dis, tu crois vraiment que je t'ai adoptée? Attends, je vais te montrer quelque chose. Donc je lui ai montré une photo d'elle quand elle était toute petite, elle avait les forceps, et elle avait une cicatrice là. Ou alors, quand elle me disait, mais maman, de toute façon, tu m'aimes plus, tu vas m'abandonner, tu préfères Elia, etc. Parce que c'était tout le travail qu'il faisait de ça, tout le temps, constamment, derrière, à chaque fois qu'elle était avec lui.
Donc là, je me disais, est-ce que tu penses vraiment que je t'aime plus, chérie? Tu penses vraiment que je t'aime plus? Et ça faisait son chemin. Et chaque petite graine, comme ça, semée, pour l'amener à réfléchir, faisait qu'en grandissant, elle s'est forgée sa propre opinion, ses propres convictions. Et ça, c'est très important. Et surtout aussi, ce qui est très important, ne pas dire du mal de l'autre parent à son enfant. Trop souvent, je vois des dossiers dans lesquels le parent dit du mal de l'autre parent, même si il y a une réalité par rapport à ce mal. C'est l'erreur la plus grave que l'on peut faire, parce que l'enfant le vit très mal, parce que l'enfant aime son parent, et parce que l'autre va utiliser ça pour dire que nous, en tant que parents, on dit du mal de lui. Et ça se retourne à un moment donné contre nous, devant un juge, devant un éducateur, par rapport à l'enfant, etc. Donc il est vraiment, vraiment très important d'amener l'enfant à prendre conscience lui-même de la réalité de ce qui se passe, de ce qui est vrai ou pas vrai, de ce qui est mal ou bien. Ce qui fait qu'un jour, elle a décidé qu'elle ne voulait plus le voir. J'ai saisi le juge aux affaires familiales et j'ai demandé un droit de visite libre. Et là, on a enfin gagné après 15 ou 16 ans de procédure judiciaire. 15 ou 16 ans. Vous imaginez comment sa vie s'est construite. Donc ça fait évidemment partie des relations toxiques qui vont vraiment très 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 loin. Mais quand il y a comme ça une relation toxique, alors relation toxique par rapport à un enfant, donc ça je vous ai dit, on en a pas mal parlé, mais par rapport par exemple à un couple, par rapport à une femme qui est sous emprise, ou un homme qui est sous emprise, parce qu'il y a aussi le cas des hommes, hein, il ne faut pas l'oublier. Quand une femme est sous l'emprise d'un pervers narcissique ou d'un manipulateur, il y a une chose qui est très importante, c'est elle perd complètement pied, elle est complètement isolée, elle est complètement perdue. Il est absolument important que soit quelqu'un de l'entourage arrive, voit, comprenne et lui tende la main. Il faut l'amener à sortir de cet isolement, il faut l'amener à parler. Parler, c'est le début de la libération. Si on ne parle pas, on s'isole de plus en plus. On se laisse mourir. On est détruit. Parler, c'est ce qui va permettre de commencer le processus de libération. Parce qu'en parlant avec des personnes qui sont des personnes compétentes, qui peuvent nous aider, on peut prendre conscience de ce qu'est cette emprise que l'on vit. Parce que, évidemment, quand vous êtes maltraité physiquement, ou que vous subissez des abus sexuels, vous pouvez mettre en mots ce que vous vivez par rapport à l'agresseur. L'agresseur, il est là, il vous fait mal, il vous frappe, il vous viole. Mais quand ça prend le visage des gestes, des mots, des expressions, qu'il n'y a pas de coups, qu'il n'y a pas d'abus sexuels, c'est très très compliqué, très difficile. Et souvent, la personne qui est sous emprise, au départ, il ne faut pas oublier qu'elle a aimé l'autre personne, qu'elle l'aime encore parfois après des années, que cette emprise s'est faite petit à petit au fil du temps, que ça a mis énormément de temps. Ça n'a pas commencé comme ça du jour au lendemain, ça a commencé par des petites choses qui petit à petit, à force de devenir récurrentes, entrent en nous. Alors c'est des humiliations. Oh, t'es pas belle aujourd'hui. Oh, dis donc, t'as grossi. Des choses, parfois, qui... On se dit, mais bon, c'est pas ça qui va amener. Mais petit à petit, si. Parce que petit à petit, ça monte crescendo. Et à un moment donné, c'est trop tard. On est dedans. On est vraiment dedans. Et là, si on ne parle pas, on est mort. Il faut parler. Alors moi, parler, j'ai écrit. Voilà. J'ai écrit,
Mais il y a des gens qui ne peuvent pas forcément écrire. Bon, j'aime écrire, donc c'est ma façon de m'exprimer. Mais il faut parler. Il faut parler et ensuite, il faut pouvoir se reconstruire. Et là va être toute la difficulté quand vous sortez d'une relation comme celle-là. Parce que la confiance que vous avez perdue en vous, le fait que vous êtes dans la victimisation, parce que vous êtes dans la victimisation, et il y a une chose qui est terrifiante chez de nombreuses victimes, et je le vois constamment, c'est que, quelque part, ne méprenez pas mes paroles, la victime, elle a un certain confort à rester dans la victimisation. Parfois, c'est plus facile pour elle. Pourquoi? Parce que d'abord, elle a peur. Parce que le fait d'être dans la victimisation, d'être une victime, à un moment donné, quand elle en est... Je parle quand elle en est sortie, je parle quand elle y reste. Quand elle est sortie de la problématique avec la personne. Donc, le fait de rester dans la victimisation, par rapport au regard des autres qui l'aiment, à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'entourent, à ceux qui sont là, qui sont proches, qui veulent l'aider, elle a besoin de ce regard-là pour se rassurer. Et ça, je trouve ça terrifiant. Parce que, justement, il faut... Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle et qu'elle se dit, mais si je sors de là, si je sors la tête de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais le vivre? Est-ce que on ne va plus m'aimer? Est-ce qu'on ne va pas m'abandonner? Est-ce que j'aurai encore un intérêt pour les autres? Et ça, c'est le problème de la confiance en soi qu'on a perdu, évidemment. Et ça, c'est terrifiant. Donc, il est vraiment important d'avoir un lieu, un endroit pour s'exprimer, pour que la victime puisse mettre en mots ce qu'elle a subi, surtout par rapport aux violences psychologiques. Mettre en mots et trouver quelque chose qui lui permette de reprendre confiance en soi. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la sculpture, le sport, la peinture, la couture, le reiki. Ça peut être plein de choses, mais c'est ce qui permettra d'avoir un objectif, un projet, quelque chose qui fait qu'elle va faire quelque chose, et ce quelque chose va lui rendre confiance en soi, va lui rendre l'estime d'elle-même, va lui permettre de retrouver sa propre valeur, va lui permettre de se réapproprier sa vie, va lui permettre de ne plus survivre et de vivre. Donc ça, on peut tous aider quelqu'un, une victime qui a vécu ce genre de relation toxique ou de perversion. On peut tous l'aider à effectivement trouver ce projet de vie qui lui permette de repartir. Et il ne faut pas oublier aussi que la victime a terriblement peur d'une chose, que ça recommence, de retomber sur une même personne. D'où l'importance d'en parler et d'être aidé, et d'être soutenu. Et souvent, je vois sur les réseaux sociaux, parce qu'on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui en parlent, mais qui malheureusement ne font pas ce travail personnel, ne font pas ce travail de reconstruction, n'ont pas un projet de vie qui fait que ça peut les tirer hors de l'enfer qu'elles ont vécu depuis tant d'années. Donc ça, c'est vraiment indispensable.